Ancienne pilote de ligne et aujourd'hui naturopathe et qui est rescapée de la maladie de Lyme et de l'environnement. Et elle va vous parler de son parcours et de sa stratégie complète pour faire face à la maladie de Lyme. Vous pourrez poser toutes vos questions à la fin en vous passant le micro. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci d'être dans cette salle pour cette conférence sur la maladie de Lyme. Je suis donc Judith Alberta et je vous remercie donc de venir prêter votre attention au sujet que je vais évoquer. Je ne suis pas seule aujourd'hui pour en parler, je suis accompagnée de Madame Florence Magnez, qui, enfin je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce le nom, Magnez peut-être, qui est une personne qui a un témoignage extrêmement important sur la maladie de Lyme à passer. Je pense que ce message sera intéressant pour vous, pour vos enfants, s'ils sont concernés par cette maladie dont on parle beaucoup actuellement. Et voilà, on va essayer dans le temps qu'il nous reste, on a un petit quart d'heure de retard, on va essayer de faire passer des messages à travers la présentation que je vais faire et donc le témoignage de Florence. Et ensuite laisser un petit peu de place à des questions, parce que je crois que beaucoup de personnes ont des questions à poser, sachant que nous sommes quand même obligés en principe de quitter les lieux à 12h30. Alors vous savez, les pilotes ils sont très rigides sur les horaires, il faut faire partir les avions à l'heure, il faut arriver à l'heure aussi. Mais en revanche, vous pourrez me retrouver au stand de mon éditeur Thierry Soucard. Regardez dans vos petits livrets, vous avez l'allée de son stand. Et là, je suis invitée à faire des dédicaces de mon livre à partir de 12h45. Et donc, vous pourrez donc m'y retrouver. Et sans faire trop de bouchons derrière vous, me poser quelques questions supplémentaires si vous le voulez. Voilà. J'aurai également au stand de l'IPSN à 16h30 une autre séance dédicace pour l'IPSN. Donc si vous n'avez pas pu me joindre chez Thierry Soucard, vous pourrez me joindre encore au stand de l'IPSN à partir de 16h30. Voilà donc un petit peu la technique du vol pour aujourd'hui. C'est un petit peu rigoureux peut-être. Je crois que je suis branchée, oui c'est formidable. Florence, est-ce que tu veux commencer par ton témoignage peut-être, ou est-ce que tu préférerais... Alors, je pense que ce serait... C'est toi le pilote. C'est moi le pilote. Bien, alors je pense que ça serait peut-être pas mal de commencer par le témoignage de Florence, parce que ce qu'elle va vous dire va être repris d'une certaine manière dans la présentation que je vais vous faire, et ça va donner un sens à ce que je vais expliquer, si ça vous convient. Vous êtes d'accord? Oui? D'accord. Merci. Bonjour. Tout d'abord, je remercie Monsieur de Livois pour son accueil, et je remercie très très chaleureusement Judith qui m'offre aujourd'hui la possibilité de partager avec vous mon expérience. Donc je vis dans le Pas-de-Calais, tout là-haut, et j'ai 3 enfants qui sont âgés de 12, 15 et 17 ans. Mon fils aîné est en prépa scientifique, le second est en première ES et mon petit dernier est en 4e. J'ai été professeure de français dans un lycée agricole pendant de nombreuses années, et depuis 5 ans, je gère avec mon mari son entreprise. Voilà pour la petite présentation succincte. Il y a 3 ans, nous sommes allés en famille et avec des amis pique-niquer en forêt pour fêter le 14 juillet. Ça, je crois que c'est quelque chose qui vous parle, la forêt. C'était en 2014, il faisait beau et nous étions tous en short, les bras découverts. Et ce jour-là, nous avons été littéralement attaqués par des tiques et nous les voyions monter le long de nos jambes. De retour à la maison, j'ai inspecté le corps des enfants. Éloi, mon fils aîné, n'en avait pas. Par contre, ses 2 plus jeunes frères en avaient. Et un de mes enfants en avait même une logée dans le cuir chevelu. J'ai retiré les parasites à l'aide de tire-tiques, donc c'est-à-dire quelques heures après la morsure, on est bien d'accord. J'ai retiré les tiques à l'aide d'un tire-tique. J'ai très sommairement désinfecté, et puis nous n'y avons plus pensé.
Paul Lou, qui est donc mon deuxième, avait 12 ans à l'époque, cet été-là, il était un peu triste, il était tristouné. Et à l'automne, c'est-à-dire 3 mois plus tard, sa dépression s'est révélée. Il a été hospitalisé à plusieurs reprises. Il avait 12 ans, je précise, 12 ans et demi à ce moment-là. Hospitalisé à plusieurs reprises et a fait plusieurs tentatives de suicide. Nous étions désemparés et nous ne nous expliquions pas ce qui se passait. Il souffrait d'un mal-être profond et il était extrêmement fatigué. Et puis peu à peu, il a remonté la pente. L'été 2015, soit 1 an après ses morsures de tiques, son petit frère, Germain, enchaîne les épisodes de fièvre, de rhume, d'angine. En septembre, il déclare une pneumopathie à mycoplasme et ses examens révèlent également une mononucléose et un cytomégalovirus. Il a des courbatures constantes, des douleurs qui vont et viennent, un jour à la mâchoire, le lendemain dans le bras. Il est épuisé, il tient à peine debout. Nous habitons à 400 mètres de son collège. Je suis obligée de l'y emmener en voiture. Et sur le trajet entre le domicile et le collège, il parvient à s'endormir. Mon époux et moi-même sommes perdus et quelque chose m'interpelle. Ces douleurs constantes, cette fatigue, ce n'est pas normal. Je parviens à le faire hospitaliser et le service pédiatrique l'accueille, procède à des analyses classiques. Myopathie, leucémie, cancer des os, tout est écarté. Un dépistage ELISA pour tester la borréliose est effectué. Évidemment, il revient négatif. On me suggère que Germain simule pour ne pas aller à l'école, qu'il est harcelé par des camarades du collège, il venait d'entrer en 6e, ou qu'il est fibromyalgique. On me propose des séances de balnéothérapie, de psychothérapie et du Laroxyl pour contenir ses douleurs. Bref, on ne le croit pas. Mais mon cœur de mère sait pertinemment que le problème est réel. Germain était un enfant vif, drôle, sociable, et là, on ne le reconnaissait plus. Il avait donc à l'époque 10 ans et demi. Il entrait au collège. Il était en 6e. Grâce à Google peut être notre meilleur ennemi et aussi notre meilleur ami. Grâce à Google, je mets bout à bout les mots-clés de ces symptômes et je tombe invariablement sur deux diagnostics, Lyme ou fibromyalgie. Et je découvre alors l'énorme polémique du test ELISA. Je visionne des dizaines d'heures durant des témoignages de malades. Je regarde les reportages les plus fiables, comme les Tic Attack de Chantal Perrin ou le spécial Investigation de Canal+. Puis, j'entre en contact avec Lyme Sans Frontières, association auprès de laquelle j'obtiens des contacts de docteurs suffisamment sensibilisés à la problématique de Lyme. Une première thérapeute nous refait faire le test sanguin ainsi que d'autres tests dans un laboratoire du sud de la France. ELISA revient négatif encore, mais le Western blot est équivoque et ses CD57 sont totalement effondrés. Selon elle, aucun doute, Germain a été contaminé par une tique en 2014 et lors de sa rentrée au collège, son système immunitaire s'est affaibli et a ouvert la porte à la maladie qu'il avait réussi à contenir jusqu'alors. Hélas, le traitement ne fait rien. Les douleurs de Germain persistent. Un autre médecin sur Paris nous reçoit, il fait compléter les examens sanguins. Ceux-ci révèlent d'autres infections, dont des streptocoques. Il lui prescrit une cure de 3 antibiotiques sur 3 mois avec des pauses. Il suggère également que nous fassions tester Paul Lou, qui va mieux moralement, qui n'est plus dépressif, on peut le dire, mais qui reste toujours fragile, qui est fatigué et qui lui présente de nouveaux symptômes, c'est-à-dire des migraines, des vertiges et des voiles noirs qui lui font perdre la vue de façon momentanée.
Son résultat est sans appel. Il souffre également de la maladie de Lyme, mais lui a une forme neurologique. Germain va mieux dès le milieu de sa cure d'antibiotiques. Les fatigues et douleurs s'estompent, mais cependant il reste fragile. Paul Loup, quant à lui, fait 2 cures d'antibiotiques par voie intraveineuse. Il passe son brevet des collèges avec sa perfusion dans le bras et il fait sa rentrée des classes au lycée en seconde avec une perfusion dans le bras aussi. Il a d'énormes problèmes de concentration, d'apprentissage. Il enrage de cette situation parce que lui qui avait tant de facilité se retrouve confronté à des difficultés énormes. Durant des mois, nous enchaînons les traitements antibiotiques. J'ai recours à des analyses vétérinaires pour savoir ce qui bloque leur amélioration. Paul Loup est positif à l'ehrlichiose et à la babésiose. Mes enfants ont des zoonoses, des maladies d'animaux. Le médecin qui nous suit en région ne sait plus que faire pour eux. La fatigue, les difficultés d'apprentissage, l'absentéisme scolaire, les douleurs qui vont et viennent. Certains jours, le défi de Paul Loup est de pouvoir atteindre à pied l'arrêt de bus de son lycée. Il ne peut plus courir, sa jambe le gêne, se bloque. Il ne sait trouver les mots pour décrire ce qu'il ressent tant c'est étrange. Dès qu'il arrête les antibiotiques, il rechute. Quant aux douleurs de Germain, elles reviennent de plus belle dès février 2017. Et là, c'est la descente aux enfers. On l'hospitalise dans une clinique privée, rien, tout est normal. Or, on ne peut ni toucher, ni même effleurer son dos. L'eau de la douche est un calvaire tant il souffre. Il a 12 ans. Je ne peux plus étreindre mon enfant dans mes bras, je ne peux plus le consoler. Il ne va plus à l'école. Il passe sa vie dans son lit. Un soir, il ouvre la fenêtre de sa chambre et il veut sauter par cette fenêtre pour mettre fin à ses souffrances et à cette vie qui est réduite à rien. Et on avait recueilli un petit chat, et ce petit chat, finalement, il lui a sauvé la vie, parce que quand il l'a vu à la fenêtre, il lui a sauté sur la cuisse, il l'a lacéré d'un grand coup de griffe, et il l'a rappelé à la réalité, en fait. Et tout ça, on ne l'a pas su tout de suite. C'est notre fils aîné, qui lui n'est pas malade, qui a 17 ans, qui a géré tout cela tout seul afin de nous préserver et nous épargner. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qui arrive à notre famille? Qu'est-ce qui nous arrive? Mon mari et moi, nous pensions être dans un pays du quart-monde où on laisse les enfants mourir au bord de la route. Et nous assistions totalement impuissants à l'agonie de notre fils. Je pèse mes mots quand je dis agonie, parce que son visage était complètement déformé par la douleur. Son corps était recroquevillé. Et quand il parlait, c'était simplement pour dire « j'en ai marre, ma vie est nulle, ou vous ne servez à rien ». Et mon mari, lui, il me dit « je suis sur une autre planète, c'est pas la réalité, c'est pas possible ». Et les enfants, ils peuvent pas non plus continuer à prendre des antibiotiques comme ça, tout le temps, toute leur vie. Ils vont mourir d'autre chose si on continue à les soigner de cette façon. Et puis, soudain, tout s'accélère. À la suite d'une action caritative menée au profit de Eye for Lyme par mes amis et moi-même, Judith prend contact avec moi. Et là, je tombe de haut. Je tombe de très haut. Cette femme, qui est la pionnière S-Lyme, le premier témoignage sérieusement documenté, selon moi, qui a fondé une très grosse association, qui a cofondé le fonds de recherche Eye for Lyme, elle va mieux. Elle va même très bien, vous le voyez aujourd'hui. Après des années d'errance et de douleur, elle parcourt l'Europe et trouve même du temps pour aider ses semblables. Mais comment a-t-elle fait? Son discours est extrême, mais simple. N'attendez pas la petite pilule miracle pour guérir. Soyez acteur de votre guérison. Elle m'explique tout. La réforme alimentaire selon le protocole GAPS de Natasha Campbell, les recettes de Tati Lowers, notre alimentation dénutrie, les modes de cuisson, le bouillon, l'intestin poreux, les ondes électromagnétiques, les métaux lourds
dont le mercure des amalgames dentaires que j'ai transmis par voie materno-fétale puis par l'allaitement à mes enfants, l'environnement toxique, l'autisme, etc., etc. Elle me consacre des heures et des heures et m'oriente vers un médecin allemand, Joachim Mutter. Nous sommes mi-avril 2017. J'insiste sur les dates pour que vous preniez conscience de la chronologie des événements, comment les événements peuvent s'enchaîner de façon extrêmement rapide dans, on va dire, la décadence de notre santé, mais aussi dans une forme de résurrection. Donc là, on est en avril, hein, je suis toujours au fond du gouffre avec mes enfants. Je ressors le livre de Judith, que vous connaissez certainement, donc Lyme, les solutions naturelles. Je le ressors parce que je l'avais déjà lu lors de sa parution, mais j'ai été complètement découragée à la première lecture par tout ce qu'il fallait entreprendre. Alors je l'avais empilé avec tous mes autres ouvrages Lyme. Et désormais, je comprends mieux ce qu'elle écrit. Fallait-il que l'on parvienne à un tel degré de souffrance et de désespoir pour enfin entendre ce qu'elle avait à nous apprendre. Le 11 mai, j'ai mon premier entretien avec le docteur Mutter. Donc c'est un médecin allemand qui pratique en Allemagne et un peu en Suisse et qui s'intéresse aux causes de la maladie. Disons que si vous allez mal à la gorge, n'attendez pas de lui la prescription d'un sirop, mais plutôt d'une recherche de la cause. Qu'est-ce qui cause ce mal de gorge? Et comment, à ce moment-là, y remédier? Cet entretien est très difficile parce que l'enjeu est colossal pour moi et il me questionne sur notre environnement, maison neuve ou ancienne, individuelle ou immeuble collectif, ville ou campagne. Antenne relais à proximité, amalgame dentaire chez les parents, les enfants, les noms des vaccins. Tiens, Paul Loup a été vacciné juste l'été où il a été mordu par cette tique. Nos habitudes alimentaires. Il m'ordonne de câbler notre réseau Internet. Je dis bien, il m'ordonne, hein. Si on ne le fait pas, c'est pas la peine de continuer de le voir. Hein. Il m'ordonne de câbler notre réseau Internet, de débrancher la box, la télévision, l'ordinateur tous les soirs, de bannir le Wi-Fi, bref, de limiter tous les champs électromagnétiques. Vos enfants ne guériront pas de Lyme tant qu'ils auront ces ondes, me répète-t-il. Je comprendrai plus tard que ces ondes sont un formidable accélérateur dans la détérioration de l'état de santé des enfants. Alors, nous fermons nos téléphones le soir, nous jetons notre téléphone fixe sans fil, nous passons notre réseau Internet en RJ45. Je dors mieux, je n'ai plus de maux de tête. Et surtout, au bout d'une semaine, nous pouvons toucher le dos de Germain, lui qui ne pouvait même plus supporter l'eau de la douche. Nous pouvons toucher ce dos. J'aime autant vous dire qu'il s'est rattrapé en séance de grattage. 3 semaines plus tard, il revit. Ses douleurs disparaissent chaque jour davantage. Mi-juin, il part camper avec ses copains. Il fait 18 km en vélo. Il met 2 jours à s'en remettre, hein. Ça c'est certain. Mais quelle volonté et quel défi relevé, lui qui passait tout son temps dans son lit. Paul Loup, donc son plus grand frère, fait son stage en entreprise chez notre cousin qui est maraîcher bio. Il plante, il arrose, il arrache, il fait les marchés de 6h à 15h. C'est dur, mais il peut le faire. Il n'a plus de masse musculaire, puisqu'il n'a pas fait de sport pendant des années, donc il doit se remettre en mouvement, mais il y arrive et il le fait. Alors évidemment, couper la boxe, ça n'a pas été l'unique remède contre Lyme, ça serait trop beau et ça serait trop simple. Les enfants prennent de nombreux compléments alimentaires de très haute qualité afin de les supplémenter en vitamines et en minéraux. Ils ont toujours un antibiotique. Le docteur Mutter m'a averti que dans certains cas, cela pouvait durer 1 an, 18 mois. Il leur prescrit certaines analyses et aussi de la chlorella très pure pour détoxifier au maximum leur organisme. Il nous conseille un régime alimentaire adapté, notamment des œufs crus, 10 à 20 œufs crus par jour. Nous le faisons un temps. Hélas, le blanc d'œuf est très allergisant et il subsiste toujours, malgré toute mon attention pour bien séparer le jaune des blancs,
Bon, ils font des réactions, ils ont un peu d'eczéma et des nausées. On a dû vraiment baisser la dose. Je change toute ma batterie de cuisine. Poêle en inox, cuit-vapeur en inox, extracteur de jus en inox. J'investis dans une yaourtière, un robot pâtissier. J'arpente les marchés des villages à la recherche de produits bruts et purs. J'abandonne mon activité professionnelle. Je fais tout moi-même. Les yaourts, les biscuits, le potage, le pain, les gâteaux et le fameux bouillon de queue de bœuf dont la recette est dans le livre de Judith. Je plante des herbes aromatiques aussi. Bref, je vis dans ma cuisine avec un grand tablier noir et j'aime ça parce que j'ai la récompense de voir mes enfants aller de mieux en mieux. Le docteur Mutter est satisfait des résultats, mais les analyses des enfants montrent qu'ils ont des métaux lourds, ce qui serait la cause de leur douleur résiduelle. Ils ont des perturbateurs endocriniens. Leur taux de vitamines et minéraux n'est pas très élevé et ils souffrent bien évidemment d'une porosité intestinale. Il nous fait bannir des colorants, les additifs, les conservateurs, le gluten, le sucre et dans une moindre mesure le lactose. Nous achetons donc bio, local et uniquement français. Cela nécessite une sacrée gymnastique à la maison, mais les résultats sont là, c'est imparable. Dans 3 semaines, nous partons en Suisse dans la clinique du docteur Mutter afin d'engager une détoxification des métaux lourds, parce que tant qu'ils subsistent, leur intestin ne pourra se réparer correctement, donc leur système immunitaire ne pourra jouer son rôle parfaitement. Aujourd'hui, les enfants vont bien, ils ont repris l'école en septembre, ils ont repris les cours de PS. Ils sont fatigués, mais comme tous les ados. Entre-temps, nous avons engagé des sommes folles pour nos enfants depuis 2014. Nous n'avons pas encore fait le total des dépenses, tant cela nous effraie de voir le montant total. La clinique en Suisse, les consultations médicales, les analyses, les compléments alimentaires. Ça coûte énormément d'argent et rien n'est pris en charge. Alors, mes garçons, ils sont malades à cause des adjuvants dans les vaccins, du mercure dans les plombages. Ils n'ont pas de plombage, mais ce sont les miens, que j'ai transmis donc. De l'alimentation agroalimentaire, riche en pesticides et nanoparticules, pauvre en nutriments de qualité, de l'environnement toxique, l'air, l'eau, les teintures sur leurs vêtements, des ondes électromagnétiques qui nous inondent, des métaux lourds présents dans l'eau, dans les cosmétiques, dans les médicaments. Et finalement, Lyme n'aurait été que le révélateur de leur mauvais état général, de cet état latent. Lyme serait donc la partie émergée du problème. Je sais que la médecine académique n'y croit pas. La dentiste des enfants ne croit pas à la toxicité du mercure en bouche. C'est un sujet à la mode. Un médecin spécialiste que j'ai pu rencontrer doute du protocole alimentaire que j'ai mis en place. Guérir en mangeant bio? Non, docteur. Aller mieux en mangeant sainement. Et pour un autre, l'aluminium dans les vaccins, c'est une quantité négligeable. Et puis, parlons-en du bénéfice-risque. Ah oui, docteur, tant que ce sont vos enfants qui ont les bénéfices. Je ne sais pas ce qui a rendu mes enfants vraiment malades. Je ne fais que me poser des questions. Mais un peu d'alu, un peu de E171, un peu de nuages toxiques, égale grosse maladie chronique. Je ne sais pas ce qui met mes enfants sur le chemin de la guérison. L'alimentation, la détox des métaux lourds, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que ces médecins-là, qui ne m'ont jamais rien proposé pour qu'on puisse s'en sortir, ils étaient où quand nous appelions à l'aide, de façon désespérément au secours? Pour moi, ils n'ont donc aucune légitimité à émettre le moindre jugement sur ce que nous entreprenons, mon mari et moi, pour nos enfants. Parce que aujourd'hui, quoi qu'il en soit, j'ose enfin prononcer le mot guérison. Merci.
Merci Florence pour ce magnifique témoignage. Je pense que beaucoup de choses, d'informations sont passées qui peuvent éventuellement étonner, voire choquer peut-être certaines personnes, puisque nous sommes aujourd'hui plutôt dans cette notion de maladie de Lyme, et aujourd'hui on entend beaucoup parler de cette maladie comme étant un problème de santé publique, mais en focalisant pratiquement exclusivement sur l'infection. Et vous voyez bien que l'infection, finalement, on en parle peu. Et que la cause environnementale semble être la plus probante dans l'expression de cette maladie. Alors je crois que ça a été très très bien expliqué par Florence. Je crois qu'on pourrait dire aussi, Florence, que tes enfants ont été améliorés, ce que tu me disais, en tout cas au téléphone, vers le mois de juillet, à 50% en une semaine, et à 80-90% en 4 semaines, ce qui est quand même fulgurant. Fulgurant. Si c'était le seul exemple, ça serait juste dommage, mais j'en ai d'autres que je ne voulais pas vous apporter ici. J'aurais pas pu amener les différentes personnes qui sont concernées par la même procédure, en quelque sorte, de prise en charge, de reconstruction de la santé, parce qu'il s'agit bien, non pas de guérir d'une maladie, mais de reconstruire la santé, ce qui n'est pas du tout le même programme. Voilà, et ces témoignages-là, on va les avoir d'une certaine manière ou d'une autre à travers des outils de communication que je suis en train de mettre en place pour que ça se sache quand même, parce que je ne suis pas sûre vraiment qu'il y ait un problème de santé publique avec Lyme. Je crois que Lyme, c'est quelque chose qui masque le reste. Tati Lovers, effectivement, parle des canaries de la modernité pour les enfants autistes. C'est-à-dire que les canaris qui étaient amenés autrefois dans les mines d'extraction, justement dans le nord, d'extraction de charbon, ces canaris étaient amenés pour chanter justement et alerter au moment un petit peu avant qu'il y ait un coup de grisou. Mais le coup de grisou, là, on va le prendre dans très peu de temps. Et ces canaris de la modernité, que sont les enfants autistes, que nous devenons peu à peu tous, annoncent le coup de grisou. Et si on ne fait pas quelque chose, on va le prendre en pleine figure et on connaît les résultats d'un coup de grisou. Donc les canaris de la modernité, on peut l'appliquer à l'autisme, on peut l'appliquer à Lyme. J'ai d'autres termes pour cela, pour décrire la maladie de Lyme, mais voilà, on va rester un petit peu sur cette image. Alors moi je vais vous faire cette présentation donc un petit peu plus formelle, on va dire. Donc des questions en privé après peut-être, mais pas dans la salle qu'il faudra libérer à 13h30, mais peut-être après, si vous voulez, au stand de Thierry Soucard de l'ITSN. Alors on va quand même démarrer avec ce que l'on a, parce que le temps malheureusement passe, et je crois qu'il ne restera même plus de temps pour les questions. Voilà, donc je vais commencer par parler un petit peu de l'origine de la borréliose de Lyme, qu'on appelle donc une maladie émergente, mais qui dans la réalité est une maladie très ancienne, puisque on a des preuves scientifiques qu'aujourd'hui, cette maladie, le microbe responsable de la maladie existe depuis 300 millions d'années. Donc ce n'est pas un nouveau microbe qu'on a inventé pour nous embêter, c'est un microbe qui existe depuis très longtemps, comme tous les microbes. Et nous avons tous de nombreux microbes dans notre organisme, et c'est tout à fait normal. Plus récemment, on avait un cadavre qui s'appelle Ötzi et qui a été trouvé il y a une vingtaine, 25 ans, presque 30 ans, dans les neiges du Tyrol. Ce cadavre Ötzi, il se trouve qu'il avait effectivement la borréliose de Lyme, mais il avait également les mêmes maladies que nous, puisqu'il avait de l'athérosclérose, il était intolérant au gluten, il avait aussi des métaux toxiques qu'on appelle communément des métaux lourds, et il avait de l'ostéoporose. Donc vous voyez, c'était la même chose que nous. Alors, je vais quand même avancer. Donc l'origine, donc vous voyez que cette borrélie, cette bactérie est très ancienne. Elle fait partie de tout le royaume des microbes que nous avons ou nous pouvons avoir dans notre organisme. La maladie de Lyme, qu'on appelle donc plutôt borréliose de Lyme, en revanche, a été découverte en 1982 par un chercheur qui s'appelait Willy Burgdorfer, qui est décédé il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps en fait, et qui avait trouvé dans l'intestin des tiques, puisque la tique est le vecteur principal connu à ce jour de la borréliose de Lyme,
et il avait trouvé cette bactérie qu'on appelle une borrélie dans l'intestin des tiques, et on lui a donné le nom de Borrelia burgdorferi suite à cette découverte. Alors, je voudrais préciser également qu'on fait la distinction entre borréliose de Lyme et maladie de Lyme. Hein, c'est pas tout à fait la même chose, mais peu à peu, c'est vrai que vous allez voir, on utilise souvent un terme pour l'autre. La borréliose de Lyme, c'est la maladie qui est générée par la présence de la borrélie, qui est une bactérie appartenant au groupe des spirochètes, ce sont des bactéries spiralées, et qui transmettent donc la borréliose de Lyme. Donc là, on parle bien d'un germe pathogène, c'est-à-dire une bactérie qui rend malade, et d'une maladie associée, la borréliose de Lyme. Il existe de nombreuses souches de borrélie qui peuvent transmettre des maladies, et il faudrait avoir les tests associés pour pouvoir d'ailleurs détecter cette maladie chez les gens. En revanche, la maladie de Lyme, qu'on appelle aussi le syndrome infectieux multisystémique ou syndrome inflammatoire multisystémique, c'est pas tout à fait la même chose, c'est la combinaison de la borréliose de Lyme avec des co-infections qui sont bactériennes, virales ou parasitaires, associées à une charge toxique globale importante, comme on l'a vu précédemment sur le cadavre de 5300 ans, hein, il avait aussi des toxiques dans son organisme, plus l'histoire personnelle, le terrain de chaque personne, et puis son histoire physiologique, son histoire psychique. Donc vous voyez là le petit bonhomme qui fait un peu homme de Cro-Magnon, finalement, bon, il a une infection, la borréliose de Lyme, sur un terrain donné qui est plus ou moins miné, avec d'autres co-infections et avec toute son histoire toxique environnementale. Et bien sûr, dans son terrain, probablement des carences. Donc il est un petit peu chargé déjà sur la tête, là. Comment se propage cette borréliose de Lyme? Là, je parle bien de la bactérie. Hein. Donc le vecteur principal de transmission de la maladie, qu'on appelle donc une maladie vectorielle à tique, c'est la tique. Effectivement, la tique, c'est un petit arthropode, une petite bestiole de la famille des araignées, finalement, qui vient trotter dans les forêts, dans les herbes hautes, et lors d'une promenade, eh bien, elle va possiblement venir sur votre corps, comme l'expliquait parfaitement Florence tout à l'heure, soit isolée, soit avec d'autres copines. Il faut savoir qu'avant, elle s'est nourrie sur des animaux, petits ou gros, qui étaient infectés, et ce sont ces animaux qui lui ont transmis les pathogènes, c'est-à-dire les microbes. Hein. Quels microbes? Eh bien, à la fois possiblement la borréliose de Lyme, mais également de nombreuses co-infections, jusqu'à pas loin d'une quarantaine, peut-être même plus, parce qu'on en trouve régulièrement. Des gens dans des groupes de recherche cherchent quels sont les pathogènes qui sont transportés par les tiques. Donc on en trouve, voilà. Et on ne sait jamais, quand une tique vient vous mordre ou vous piquer, on peut utiliser les deux termes, on ne sait jamais quel pathogène elle va transmettre. Elle peut très bien ne pas transmettre la borréliose de Lyme, mais transmettre 2-3 pathogènes de co-infection. On estime que sur le territoire français, 50% des tiques sont infectées, mais qu'il n'y a que 10% de transmission de la maladie. Ce sont des chiffres qui ont été donnés par le docteur Muriel Vessier de l'Institut vétérinaire de Maison-Alfort. Et peut-être que les données sont un petit peu réactualisées, mais c'est globalement des chiffres qui sont aussi validés par le Centre national de référence de borréliose de Lyme à Strasbourg. Et ce qui veut dire que finalement, si on regarde, on a un risque de 5% de transmission de la maladie en cas de morsure de tique, ce qui n'est pas énorme. Donc est-ce qu'on peut parler d'épidémie? C'est la question que je pose. D'autres moyens de transmission de cette maladie ou borréliose de Lyme, si on considère les co-infections, eh bien, il y a d'autres insectes piqueurs mordeurs, hein, comme les araignées, les tans, les aoutas, enfin voilà, certains moustiques, dans des toutes petites proportions, hein, mais c'est une vraie réalité. Hein, les parasites transmis par des animaux aussi, hein, que vous pouvez récupérer dans l'herbe de votre jardin, peuvent, à travers des piqûres d'insectes, peuvent générer des symptômes qui sont des symptômes très proches ou identiques à ceux de la borréliose de Lyme. Par voie sexuelle également, ça a été démontré dans une étude qui est sortie en 2014, enfin publiée en 2014, et puis par voie materno-fétale, c'est-à-dire la maman enceinte qui va transmettre ces pathogènes, c'est-à-dire ces mauvais microbes, à
son enfant pendant la grossesse. Mais elle ne transmet pas que cela, elle transmet aussi malheureusement ces métaux lourds venant des amalgames dentaires par exemple. Donc différents modes de transmission. Le cycle de vie d'une tique eh bien, est le suivant. Une femelle adulte va pondre des œufs. Ces œufs vont grandir sous forme de larves puis sous forme de nymphes. Et à chaque stade, la tique va se nourrir sur un animal dans les forêts, dans les bois, et venir s'infecter, possiblement, pas nécessairement, mais possiblement venir s'infecter. Et lorsque vous êtes le troisième hôte, comme on dit, sur lequel la tique vient s'installer, eh bien, elle trouve que votre hôtel est très bien. Voilà, et elle va régurgiter ses pathogènes, si elle en a, en même temps qu'elle va venir aspirer votre sang. Et c'est comme ça que va se faire l'échange. Et elle va donc vous injecter, c'est une petite seringue à pattes, elle va vous injecter possiblement des pathogènes. Il faut savoir que la larve peut transmettre également en un temps assez court, peut transmettre également certaines souches de Borrelia, comme par exemple la souche Borrelia miyamotoi. On n'a pas besoin d'avoir une larve qui s'est déjà nourrie sur un hôte, c'est-à-dire un cerf par exemple, ou un sanglier, ou une ratignole, pour qu'elle puisse vous transmettre la maladie, puisque si la mère était infectée par Borrelia miyamotoi, elle va transmettre cette infection aux œufs, et l'œuf qui va grandir et se transformer en larve à un moment donné, enfin donner une larve à un moment donné, cette larve, si elle vous pique, elle vous mord, elle peut assez rapidement, en quelques minutes, très peu d'heures en fait, vous transmettre dans un certain pourcentage Borrelia miyamotoi ou d'autres. Alors comment se présente cette bactérie une fois qu'elle est dans votre corps? Eh bien, la bactérie, une fois que elle a été injectée dans votre organisme, elle va se présenter sous forme extracellulaire, elle ne va pas rester très très longtemps dans votre sang, elle va rapidement migrer vers des tissus profonds et avoir à ce moment-là, prendre une forme intracellulaire qu'on appelle aussi la forme en L ou S. Et elle va poursuivre son chemin d'installation dans votre organisme, pénétrer tous les tissus durs, les tissus mous, elle va rentrer dans votre cerveau, dans vos os. Il n'y a rien qui résiste, vous imaginez bien qu'avec cette forme spiralée, c'est une véritable mèche de chignol, donc voilà, ça va faire de manière imagée un petit peu des trous partout, ça rentre partout et elle va développer également, pour mieux vivre et survivre dans votre organisme, ce qu'on appelle des formes kystiques, qui sont des kystes de défense, et également des biofilms comme toutes les bactéries. Votre dentiste connaît bien les biofilms, puisque quand vous avez de la plaque dentaire, il essaye d'enlever justement les biofilms associés aux bactéries qui ont permis à la plaque dentaire de se mettre sur vos dents. C'est ça. Les biofilms sont un véritable problème de santé publique pour le coup, parce que là, on n'a pas vraiment de bons outils pour pouvoir s'en défaire. Donc le biofilm, c'est ce que vous voyez sur la partie droite de l'écran, c'est cette forme qui ressemble un petit peu à une espèce de comète où on voit plein de bactéries qui arrivent pour se précipiter vers le biofilm. Et dans ce biofilm, on a un problème, sa structure extrêmement résistante, et c'est là qu'est le cœur du problème finalement, c'est qu'elle est constituée non seulement de Borrelia, responsable de la borréliose de Lyme, mais également d'autres bactéries venant de co-infection, également de virus, de parasites, d'ions calcium qui sont récupérés dans votre organisme ou d'autres minéraux traces, et également de métaux lourds comme le mercure. Et on s'est aperçu que lorsqu'il y a du mercure dans l'organisme et dans le biofilm, l'épaisseur du biofilm est multipliée par 15. Donc on est quand même bien embêté avec ce mercure qui va faire une sorte de cocon protecteur autour des borrélies et des pathogènes, et qui va permettre d'établir une persistance, non pas une résistance, mais une persistance de la bactérie. On appelle ces bactéries qui vivent à l'intérieur du biofilm des persisteurs, selon l'appellation du docteur Kim Lewis, un biologiste de Boston. J'y reviendrai rapidement tout à l'heure. Donc le gros problème, c'est vraiment ce biofilm. Quels sont les symptômes associés à la maladie de Lyme? Eh bien, on considère aujourd'hui qu'il y a 3 stades, voire 4 stades, selon les médecins et les appréciations d'évolution de la maladie.
de la phase aiguë, qui est la phase initiale après morsure de tique, ou d'un insecte qui vous l'aurait transmis, et allant de l'érythème migrant jusqu'à la paralysie faciale. Donc ça, c'est plutôt la phase aiguë au stade 1, avec des symptômes grippaux, des douleurs musculaires, des douleurs articulaires. Et puis, ça va évoluer dans le temps vers éventuellement d'autres symptômes qui sont bien décrits sur différents sites. Le lymphocytome cutané bénin, par exemple, les douleurs migrantes, bien sûr, comme l'expliquait d'ailleurs tout à l'heure Florence, des troubles cardiaques, des troubles oculaires, des troubles neurologiques, une acrodermatite chronique atrophiante. Vous voyez la photo en bas, là, ce sont des mains qui sont touchées par justement cette acrodermatite chronique atrophiante où la peau est très parcheminée, très rouge. Ça, c'est vraiment le stade chronique ultime de la borréliose de Lyme, alors que l'érythème migrant, c'est cette jolie cible que vous voyez en haut à gauche et que l'on retrouve partout sur des sites ou dans différentes associations qui montrent bien cette image très caractéristique d'un érythème basé sur le point de morsure de la tique et qui va en s'élargissant de manière excentrique pour donner cette image de cible. Ça, c'est caractéristique de la borréliose de Lyme et un médecin doit normalement connaître ce signe pathognomonique, comme on l'appelle, signe caractéristique, et vous donner un traitement adéquat, un traitement par antibiotique. Si on associe cette borréliose de Lyme avec d'autres facteurs, notamment des intoxications aux métaux toxiques, donc associées à une charge toxique globale importante et ou d'autres pathogènes, donc une charge infectieuse globale, on va trouver des pathologies auto-immunes, on va trouver des pathologies neurodégénératives, des maladies chroniques, et on voit aujourd'hui que nous sommes dans un environnement où ces maladies chroniques, malheureusement, ne cessent d'augmenter. Comment est-ce qu'on détecte cette borréliose de Lyme ? Bien, il y a une conférence de consensus qui a eu lieu il y a un petit peu plus de 10 ans, bientôt 11, en décembre 2006, et qui a décrit ce qu'était la borréliose de Lyme, comment on la détecte, quels sont les symptômes, quels sont les tests que l'on doit faire pour pouvoir confirmer l'examen diagnostique chez le médecin, et comment la traiter. Alors, selon cette conférence de 2006, eh bien, il faut faire un examen clinique chez le médecin. Vous avez un peu mal partout, vous avez différents symptômes. Vous vous rappelez ou vous ne vous rappelez pas avoir été mordu par une tique ou différents insectes. Vous avez ou vous n'avez pas fait un érythème migrant, c'est mieux si vous en avez fait un. Vous savez, la grande auréole, hein, voilà la cible. Si vous en avez un, votre médecin sera plus forcément dirigé vers l'idée de borréliose de Lyme. Et à la suite de cela, en fonction de l'anamnèse, c'est-à-dire le questionnaire finalement que va faire le médecin chez vous, dans son cabinet, il va vous diriger vers un laboratoire pour faire un examen. Un premier test qui s'appelle un test sanguin, qui s'appelle ELISA. Et si ce test ELISA est positif, vous aurez droit à un deuxième test de confirmation qui s'appelle Western blot. Si le test ELISA est négatif, aujourd'hui, la conférence de consensus dit qu'on ne doit pas faire le test Western blot. Pas rentrer dans les détails. En revanche, là où il y a des détails qui sont quand même importants, c'est que ces tests sanguins sont réputés pour être non fiables. Ce qui est confirmé par le rapport du Haut Conseil de la Santé publique qui a été remis le 28 mars 2014 à la ministre, par l'Académie de médecine le 20 septembre 2016 au sein même de l'Académie, lorsqu'il y a eu une discussion entre des spécialistes ayant des avis différents, divergents sur le sujet, et puis la ministre de la Santé de l'époque qui avait présenté un plan Lyme en septembre également, en disant bah, écoutez, on va regarder de près tout cela et on va voir un petit peu ce qu'il en est de cette histoire de maladie de Lyme et surtout voir si les tests existants sont bons ou pas bons. Donc actuellement, c'est vrai qu'il y a toute une étude qui est en cours pour savoir si les tests sont bons, pas bons et comment y remédier. La détection de la borréliose de Lyme, donc basée sur des tests, ça c'est intéressant, mais le problème c'est que ces tests sont insuffisamment précis parce que les variétés de souches qui sont testées actuellement dans les tests sanguins en laboratoire, en ville, pour les bipèdes que nous sommes, pas les quatre pattes, sont basées sur un nombre très restreint de souches. Et si vous êtes infecté par d'autres souches, bah, le test reviendra négatif. De plus, ces tests ont été calibrés sur 5% d'une population saine.
Donc ça veut dire que ben, on n'a globalement pas grand chance de pouvoir prouver un test, une réponse positive. Par ailleurs, les résultats sont négatifs si le test est fait trop rapidement, trop tôt après la main sur deux tiques, parce qu'un test sanguin basé sur la production d'anticorps, c'est-à-dire ce que votre système immunitaire va produire comme défense contre l'agresseur, c'est-à-dire la borrélie, eh bien, il faut que votre système immunitaire ait le temps de fabriquer ça. Ce n'est pas un TGV, votre système immunitaire. Ça veut dire que si on fait le prélèvement sanguin juste après la morsure de tique, votre réponse immunitaire sera pratiquement toujours négative. Sauf si vous avez déjà été infecté précédemment, mais vous ne le saviez pas. Et vous êtes toujours passé à travers les symptômes qui n'ont jamais été mis sur le compte d'une borréliose de Lyme, et puis finalement vous allez très bien, et puis c'était pas le sujet, et puis personne ne sait, etc. Donc déjà, ne pas faire un test juste après une morsure de tique, il faut environ 2 mois pour que le système immunitaire puisse répondre. Et puis si votre système immunitaire est trop fatigué parce que soit vous avez, je ne vous le souhaite pas, un sida, mais une maladie où vous êtes déprimé, on va dire immunodéprimé, ou que vous avez une grippe tout simplement, ou vous avez une infection dentaire, vous avez, votre système immunitaire va déjà réagir sur autre chose, n'attendez pas qu'il réagisse sur Lyme. Donc calibrer, détecter une borréliose de Lyme sur des tests où on recherche des anticorps, c'est pas forcément une très bonne solution. Il existe d'autres tests pratiqués en France, en Allemagne. L'Allemagne semble être le paradis, oui et non. Là, c'est vrai et c'est pas vrai du tout. Enfin voilà, je pense qu'il faut faire attention et chercher vraiment les bonnes informations et les comparer toujours et avoir des retours d'expérience des gens qui vont chercher les informations ailleurs. Et puis, je dirais également qu'on peut avoir des tests positifs en Lyme, très positifs en Lyme, y compris sur un test, voire ELISA et West Ham Blot, et ne pas du tout être malade, n'avoir aucun symptôme. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que les tests sanguins seront positifs que vous souffrez d'une maladie de Lyme, d'une borréliose de Lyme, vous pouvez très bien n'avoir aucun symptôme et vivre parfaitement. Ça veut juste dire que vous avez encore un système immunitaire, ce qui est une sacrée bonne nouvelle. Et vous pouvez avoir un test négatif qui ne veut pas dire que vous n'avez pas de borréliose de Lyme. Donc c'est bien plus complexe que cela. Et ça, cette histoire de tests positifs, vous avez tous entendu parler du docteur Viviane Chaler et de l'affaire Chaler donc, à Strasbourg, avec les tests qu'elle faisait. Viviane Chaler présentait souvent dans ses conférences le cas d'un patient qui venait faire des examens chez elle et qui était très positif à Lyme, chasseur de son état professionnel ou passe-temps, je ne sais pas, donc très exposé aux tiques, et qui avait des sérologies, pour ceux qui connaissent un petit peu, en IgM et IgG extrêmement positifs et qui n'était pas du tout malade. Donc on peut avoir des tests positifs et ne pas du tout être malade. Alors comment est-ce qu'on traite cette borréliose de Lyme une fois qu'elle a été identifiée chez le médecin et que le test revient peut-être quand même positif? On propose des traitements selon la conférence de consensus de 2006, des traitements sur tous les stades qui sont toujours les mêmes. Hein. Ce sera des cures d'antibiotiques à très haute dose qui sont recommandées, c'est l'amoxicilline, la doxycycline et la rocéphine, hein, qui sont vraiment les antibiotiques recommandés. Et on a, c'est vrai, au stade 1 de la maladie, de la borréliose de Lyme, d'excellents résultats avec cette antibiothérapie. Donc il ne faut pas se gêner, il faut vraiment y aller, quoi. C'est vraiment simple, ça dure 15 jours, 3 semaines, éventuellement on fait une deuxième cure un peu plus loin s'il y a vraiment une récidive. Et c'est vrai que les résultats sont excellents. Donc votre médecin, il peut vraiment vous aider. Je crois qu'il ne faut absolument pas refuser l'antibiothérapie. L'antibiothérapie marche très bien dans des cas d'urgence. La médecine actuelle marche très bien sur l'urgence. C'est sur la chronicité que c'est plus difficile, plus compliqué. Ces traitements également ont été adaptés justement compte tenu du fait que des gens dans les phases chroniques n'avaient pas de bonne réponse au traitement et ont été adaptés par des groupes de médecins, que ce soit le groupe Chronimed, pour ceux qui ont entendu parler du groupe Chronimed, ou que ce soit d'autres médecins en France et à l'étranger, ou le docteur Richard Horowitz aux États-Unis, ou le docteur Cécile Jadin en Afrique du Sud. Enfin voilà, chacun y allant de sa spécialité.
et proposant des cures antibiotiques ou anti-infectieuses à long terme sur des mois, voire des années et des années et des années et des années. 7 ans, 9 ans, 12 ans, 15 ans, 17 ans. Est-ce que c'est la solution ? Je n'ai pas la réponse, vous allez voir qu'on va évoluer par rapport à cela, et c'est à chacun de se faire un petit peu son opinion. Les résultats, en revanche, sont très, très variables et les rechutes sont fréquentes. Et là, j'ai vraiment beaucoup de retours de gens qui ont subi ces traitements, et les résultats sont très variables, et les rechutes, et où l'apparition de nouveaux symptômes et ou d'autres symptômes sont très fréquents. Donc les gens ne sont pas solutionnés, finalement, avec cela. Alors, à mon avis, si vous voulez, pour moi, le problème de Lyme ou pas Lyme, qu'est-ce qui se passe dans l'organisme? Pour moi, la maladie de Lyme, j'utilise bien le terme maladie de Lyme et non pas borréliose de Lyme, n'est pas qu'un problème infectieux. Pour moi, il y a d'un côté les microbes, et de l'autre côté, il y a notre terrain et notre environnement qui, malheureusement, est un environnement toxique, soyons clairs. Je pense que vous entendrez ça largement dans tout ce congrès. La toxicité environnementale est vraiment clairement un problème de santé publique, et c'est là qu'on a le problème. D'un côté, on a les microbes avec des pathogènes, c'est-à-dire des mauvais microbes qui ont pris le dessus dans notre organisme et qui sont difficiles à éradiquer, parce qu'on a des persisteurs, donc la persistance de la bactérie dans les biofilms, parce qu'on a des réactivations des borrélies par les virus en intersaison, automne-printemps, parce qu'on a des moisissures, des co-infections, des levures qui font partie de co-infections, des organisations biofilms. Et de l'autre côté, on a notre terrain. C'est quoi? Eh bien, c'est un organisme qui fait ce qu'il peut pour essayer de survivre dans cette folie environnementale externe et interne. On a des infections dentaires, on a des carences en nutriments vitaux, parce que quand vous mangez une carotte, votre carotte, elle vous apporte plus que 30% des oligo-éléments dont vous avez besoin par rapport à une carotte il y a 50 ans. Il n'y a plus rien dans les carottes. Manger du buvard, ça fera le même effet, c'est rose, pour le buvard rose, ou orange. Vous êtes complètement carencé en nutriments vitaux. On a les champs électromagnétiques ou les ondes électromagnétiques, haute fréquence pulsées. Votre micro-ondes ou votre téléphone portable, c'est un micro-ondes. On en reparlera peut-être. On a l'acidose qui est le fruit un petit peu justement de ces carences nutritionnelles et du fait qu'on a plein de pesticides dans l'organisme. On a ces métaux toxiques qui ont envahi l'organisme pour des raisons transgénérationnelles. Quand vous avez 16 amalgames dentaires comme moi, plus les métaux lourds peut-être de ma maman aussi, qui elle aussi a eu des amalgames dentaires, il est bien évident qu'à un moment donné, la charge en mercure, la charge en étain, en argent, pour prendre ce qu'il y a dans un amalgame dentaire, c'est 53% de mercure. On reviendra peut-être sur le sujet un petit peu plus tard à travers des questions. Donc vous avez ces métaux toxiques, ça vous avez la partie amalgame dentaire, vous avez d'autres métaux toxiques où, sans entrer trop dans les détails, qui vont générer des dégâts dans votre organisme et en intracellulaire, jusque dans la mitochondrie, c'est scientifiquement prouvé, donc là on a un sacré problème. On a d'autres problèmes entre aussi, vous allez le voir un peu plus loin, je vais l'évoquer. On a également ce que l'on va vous injecter à travers les adjuvants vaccinaux. Je ne parle pas du vaccin, je suis absolument pro-vaccin, mais anti-adjuvant. Je ne vois pas pourquoi on mettrait des adjuvants sous forme de nanoparticules, comme ça a été démontré dans des publications scientifiques. Pourquoi est-ce qu'on mettrait des nanoparticules, ou pourquoi il y a des nanoparticules dans tous les vaccins, des nanoparticules de métaux toxiques? Qu'est-ce que ça vient faire dans notre organisme, avec toutes les graves conséquences que ça a derrière et qui sont démontrées? On a une flore qui est déséquilibrée parce que les pathogènes ont pris le dessus, parce qu'on vit dans une malbouffe chronique. C'est sucre le matin, sucre à midi, sucre l'après-midi, sucre le soir. Quand je dis sucre, c'est tous les dérivés. Les petits McDo, les pizzas, les pâtes, les pommes de terre, la brioche au Nutella le matin avec le chocolat au lait, et bon, enfin, stop. Si on fait le calcul, on s'aperçoit qu'on a 750 grammes de sucre à la fin de la journée dans l'organisme. Ça a répété sur le nombre de jours et d'années, ça fait beaucoup. Donc on finit par avoir un organisme qui est très affaibli.
Alors, finalement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe qu'on a une émergence de symptômes, comme dans un iceberg. Hein. La partie émergée, visible de l'iceberg, ce sont nos symptômes. Docteur, j'ai mal. J'ai mal partout, j'ai mal aux cheveux, j'ai mal aux oreilles, j'ai des acouphènes, j'ai le nez qui coule, j'ai mal aux dents, j'ai mal aux yeux, j'ai mal à l'épaule droite, j'ai mal aux genoux, je respire mal, j'ai des douleurs thoraciques, j'ai mal dans le dos, j'ai mal au ventre, j'ai mal au bassin, j'ai mal aux pieds, j'ai mal partout. Et ça brûle de partout, ça brûle mon corps, je ne peux même plus toucher mon corps, je ne peux plus toucher mon dos. Qu'est-ce que je fais? Ça, c'est le symptôme. Sous la mer, sous le niveau de la mer, vous avez le reste de l'iceberg qui est beaucoup plus gros que la partie immergée. Hein. On a 30% en visible, on a 70% non visible. Et dans ces 70%, eh bien, il va y avoir 3 tiers, selon ce que décrit le spécialiste, le docteur Klinghardt, Dietrich Klinghardt, dont beaucoup de gens ont certainement entendu parler dans le domaine de la maladie de Lyme, ou de la borréliose de Lyme, et qui est un grand spécialiste américain. Et ce schéma est issu de ce qu'il présente d'ailleurs et dans ses conférences et sur certains de ses sites. Ils disent juste sous le niveau de la mer, on a l'infection, premier tiers. Sous l'infection plus bas, on a les métaux toxiques. Et encore plus bas, proche de 20 000 lieues sous les mers, on a finalement notre psyché. Si on ne fait que soigner l'infection, ça ne marche pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez, ça ne marche pas. Si vous ne soignez que les métaux toxiques, ça ne marche pas parce que vous avez quand même une infection. Donc il faut absolument prendre en charge la charge toxique. Et bien sûr, s'occuper de la psyché aussi. Chez certains, c'est plus ou moins grave en fonction de ce que les gens ont un terrain émotionnel, psychique plus ou moins marqué par notre histoire, avec un petit H dans l'histoire, avec un grand H. Tous les niveaux de la maladie doivent être pris en compte. C'est ce qui est écrit en blanc en anglais. Alors, que dit-il? Aussi longtemps que des métaux toxiques sont présents dans le corps, le micro-organisme dispose d'une forteresse que ni les antibiotiques, ni la thérapie à l'ozone, ni la lumière UV, ni toute autre thérapie ne pourront vaincre. C'est clair. Et je peux vous dire, d'expérience, que c'est vrai. Sur des milliers de contacts que j'ai eus depuis 10 ans que je pratique le sujet et que je l'ai vécu surtout. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Tant que vous n'avez pas abordé la partie des toxiques, vous ne pourrez pas sortir d'une borréliose de Lyme, pas davantage que d'une maladie chronique environnementale. Que nous dit le professeur André Picot, toxicochimiste, qui ouvrira les plénières demain matin à 9h05 et que je vous invite vivement à venir écouter? Tant qu'on a du mercure, du plomb et du cadmium dans l'organisme, on ne peut se débarrasser d'aucune bactérie. Vous pouvez chercher le trio des toxiques professeur Picot sur Google, vous allez trouver cette parution en PDF et vous allez voir comment, pourquoi. C'est donc au final une maladie, je parle de maladie de Lyme et non plus de borréliose de Lyme, c'est bien une maladie qui est extrêmement complexe, c'est une maladie environnementale, c'est une maladie de civilisation, parce que si cette maladie a existé, si le microbe existe depuis 300 millions d'années, on comprend bien que si nous avons survécu et que nous sommes là dans cette salle aujourd'hui, c'est pas le microbe qui pose un problème. Ça peut poser un problème chez certaines personnes dans une histoire particulière, mais jusqu'à présent, on a toujours survécu à cela. Et si on vivait dans un terrain sain et dans un environnement sain, on survivrait probablement encore à ça. Et c'est probablement là que se pose le problème. Et à mon avis, c'est clairement là qu'il se pose. Ce qu'il faut dans cette maladie, il faut donc, on le comprend bien, il y a une charge infectieuse, il va falloir diminuer la charge infectieuse globale. Il y a une charge toxique, donc il va falloir diminuer la charge toxique globale. Il va falloir réparer le terrain, remettre des nutriments vitaux, comme l'expliquait tout à l'heure Florence, et il va falloir réparer l'intestin qui est devenu une passoire. Diminuer la charge infectieuse globale, comment fait-on? Eh bien, les antibiotiques. Ça marche très bien, et on peut les prendre bien évidemment
sur du court terme, je pense, de toute façon en phase aiguë, la phase 1, mais on a aussi d'autres ressources en phase 1, bien évidemment. Hein. Mais pourquoi pas faire l'antibiotique 15 jours, on ne va pas en mourir de prendre 15 jours d'antibiotique. Je pense que c'est vraiment l'outil idéal. Hein. Sur la phase chronique, c'est moins évident, ça se discute, mais ce n'est pas parce qu'on l'aurait abandonné à un moment donné qu'on ne peut pas y revenir à un moment donné. Il ne faut pas oublier que ça existe et que c'est un outil qu'il faut pouvoir utiliser à bon escient. Dans les antibiotiques, d'une manière générale, hormis ceux qui sont recommandés dans la conférence de consensus, le docteur Kim Lewis, vous vous rappelez notre biologiste de Boston qui parle des persisteurs dans le biofilm, lui recommande de prendre des antibiotiques de la classe des sulfamides comme la dapsone. Parce qu'il dit en fait il faut prendre des antibiotiques qui se comportent comme des antiseptiques. Et ce qui est le cas pour la dapsone ou la disulone. Donc là, actuellement, il y a depuis quelques années, 3 ans environ, un certain nombre de médecins qui ont utilisé la dapsone avec plus ou moins de succès. Ça ne résout pas forcément le problème parce que quand les symptômes persistent et ou d'autres symptômes apparaissent, ça prouve que le problème de l'infection peut-être est résolu. On ne sait pas d'ailleurs parce qu'on n'a aucun moyen de l'évaluer, mais il y a peut-être d'autres symptômes qui sont dus à quoi? Il faudrait peut-être chercher la cause. Or, quand un médecin ne s'occupe que de l'infection, ce qui est son rôle, hein, sur l'école pasteurienne, c'est un microbe, une maladie, un traitement. On ne sort pas de là, on est là-dedans actuellement. Aujourd'hui, dans notre environnement et notre civilisation, c'est plus compliqué. Donc, diminuer la charge infectieuse globale, on peut aussi utiliser des antiseptiques. On a des antiseptiques naturels avec des plantes, avec de l'argent colloïdal, avec des huiles essentielles. Enfin, la pharmacopée est quand même assez large. On a l'homéopathie, soit des dilutions de borrelia et ou d'autres outils qui peuvent être très intéressants. On a d'autres antiseptiques novateurs qui sont arrivés, vont arriver, sont en cours d'arrivée. On a des thérapies quantiques, on peut utiliser l'hyperthermie, l'ozone que mentionnait le docteur Klinghardt ou l'UV, enfin voilà, des choses comme cela. Les thérapies par ultrasons, comme le nouveau protocole RK protocole, Ruggiero-Klinghardt protocole. Allez chercher RK protocole, Ruggiero-Klinghardt, qui est en route dans la clinique donc justement du Dr Klinghardt aux États-Unis et qui commence à se diffuser un petit peu en Europe. Je ne sais pas où, je n'ai pas d'adresse à vous donner. Je suis en train de chercher, mais je n'ai pas d'adresse. D'autres solutions dans le futur, hein, tout le monde cherche bien évidemment. N'oublions pas qu'il faut traiter, puisqu'on parle de charge infectieuse également, traiter sur les parasites. Surtout que ces parasites abritent en intracellulaire, comme des poupées russes, toutes sortes d'autres pathogènes, dont les borrélies. C'est surtout finalement les parasites, comme chez les autistes. Chez les autistes, le gros problème, c'est les parasites. Il faut absolument traiter fondamentalement, en toute grande priorité, les parasites qui sont dans l'intestin, dans le foie, peut-être dans le cerveau aussi. Et il faut absolument débarrasser l'autiste de ces parasites. Quand on le débarrasse des parasites et des métaux lourds, en général, l'autisme est guéri. Parce qu'en intracellulaire, dans le parasite, il y a tout le reste des autres pathogènes. Les levures, les moisissures, les virus, etc., il y en a et il y en a et il y en a. Diminuer la charge toxique globale. Quelle toxique? Alors, je vais voulu vous présenter cette étude, peut-être pas très visible, mais on voit en fait un point de départ qui met en relation tout à fait en bas à gauche, sur la partie bleue claire centrée de l'écran, on voit la corrélation entre la quantité de mercure qu'a un enfant autiste jeune, très jeune, hein, voilà, juste après la naissance ou peu de temps après la naissance, ou peut-être 1 an, 2 ans, un bébé autiste dans ses cheveux. On peut faire des recherches de métaux toxiques sur les cheveux, hein, on en voit ça en Allemagne dans les laboratoires spécialisés, et la corrélation qu'il y a entre la charge mercurielle dentaire d'une maman qui a eu beaucoup d'amalgame et la charge d'intoxication au mercure chez les enfants autistes. Vous pouvez faire la même chose sur n'importe qui. Un enfant Lyme, un adulte Lyme, un jeune adolescent Lyme, vous allez pouvoir le faire. Je crois que ça avait été fait d'ailleurs sur tes enfants, mais non, ça avait été une porphyrine qui avait été faite, mais pas sur les cheveux. Voilà. Et en fait, on s'aperçoit que la courbe s'envole vers la droite, vous ne le voyez peut-être pas très bien, mais à partir du moment où la maman a eu plus de 8 amalgames, et surtout à partir de 10 amalgames, la courbe part à la verticale. C'est-à-dire que les enfants sont complètement intoxiqués au mercure.
C'est une étude scientifique, hein, voilà, et ce qu'en dit le journal international de toxicologie de 2003, repris par le docteur Mutter dont parlait Florence tout à l'heure, les amalgames de la mer conduisent à une hausse significative des niveaux de mercure dans le corps du fœtus et de l'enfant, y compris dans le cerveau. En outre, la charge de mercure dans le placenta, le fœtus et l'enfant est en corrélation avec le nombre d'amalgames portés par la mère. Alors s'il y avait qu'une étude, ça serait bien, mais il y en a plein. On va pas s'arrêter à celle-là, je ne vais pas toutes les mettre, on ne va pas passer la vie sur le sujet. Mais ça, c'est une vraie réalité, c'est un vrai problème de santé publique, totalement dénié en France. Hein. Ça n'existe pas. Diminuer la charge toxique globale. Quel toxique encore? Les adjuvants vaccinaux. Dans tous les vaccins existants sur le marché, c'est pas moi qui le dis, hein, et examiné par le professeur Stefano Montanari, il n'est pas le seul, qui est un professeur qui a fait des études, donc une étude publiée à la fin de l'année dernière en Italie, on a trouvé de grandes quantités de métaux toxiques sous forme de nanoparticules, causant des modifications de l'ADN, des perturbations dans la cellule, des dégâts sur les neurones. Cette publication existe, vous pouvez la chercher, vous cherchez nanoparticules toxiques professeur Montanari sur Internet, vous allez trouver là la publication scientifique, si elle n'a pas été enlevée. C'est possible qu'elle ait été enlevée, puisque le professeur Montanari est aujourd'hui l'objet de sanctions et on lui interdit de continuer ses travaux et on va lui retirer son microscope électronique payé sur ses deniers personnels le 28 février l'année prochaine. Oui, il y a une pétition en ligne. Cherchez professeur Montanari, pétition. C'est Pépé Grillo qui avait payé le microscope. Le microscope et qui le reprend. Alors, mais derrière, il y a quand même une volonté derrière. Oui, voilà, hein, il y a une, vous êtes peut-être en contact avec l'association Steyer, voilà, qui fait passer l'information. Contact avec Serge Rader. Voilà, c'est ça. Voilà, Que je... Vous êtes très rapide. Voilà, c'est ça. Donc, la même sanction s'est organisée sur des chercheurs en Norvège, où les chercheurs qui ont mis en évidence le problème de la borréliose de Lyme ont été priés de détruire tous leurs travaux et de détruire leur laboratoire et de retirer leur microscope. Donc c'est quand même, bon voilà, on n'a pas trop envie que ça avance l'information. Hein. Le professeur Montanari vient de sortir là, le 9 septembre, donc c'est tout récent, un livre qui s'appelle Fumée, poussière et pollution, et toi dans tout cela. Voilà, donc petit livre que j'ai commandé, qui est arrivé chez moi ces jours-ci, mais que je n'ai pas encore eu le temps de feuilleter, mais dont j'ai beaucoup entendu parler. J'ai lu bien sûr sa Fumée, poussière et pollution, et toi dans tout cela, aux éditions Le Dauphin. Voilà. Et puis, vaccin ou non également, hein, donc aussi du docteur professeur Montanari, et qui finalement, à travers ce livre, publie aussi les résultats de son étude. Alors, vaccin oui ou non, pour la première fois, les analyses et les photos au microscope électronique de substances contenues dans les vaccins. Donc voilà encore une autre source de toxiques. Quels autres toxiques? Toxiques environnementaux. Lesquels? Les perturbateurs endocriniens, dont les plastiques, les pesticides, les nanoparticules de toutes sortes. Les additifs alimentaires, dont le professeur Eric Oudot à l'université Toxalim, qui a été l'objet d'une publication mentionnée dans des journaux la semaine dernière, où il y a une quinzaine de jours, genre peut-être le Figaro, le Parisien, je ne sais plus quel journaux, on en a parlé de cette étude. Le professeur Montanari, que je cite en page 64 d'ailleurs de mon livre, dit que les additifs alimentaires ont pour première cible l'intestin avant de venir endommager le foie, les reins et le cerveau. Donc ça fait des trous dans l'intestin. Les métaux lourds aussi s'y mettent dans l'intestin, aussi dans le cerveau, hein, également dans les reins, etc. Donc on commence à augmenter la charge toxique, bien évidemment, dans ce malheureux intestin qui en plus va être bourré de microbes. Les additifs alimentaires, donc, hein, les particules toxiques dans l'air, les mines à ciel ouvert. Alors là, allez voir une excellente, un excellent reportage qui s'appelle Cévennes, nos Cévennes. Nos Cévennes du sud de la France. Hein. Vous cherchez Cévennes, je crois que c'est France 3, et mine à ciel ouvert, professeur Picot. Avec ces mots-clés-là, vous allez trouver un reportage qui dure 42 minutes et qui va vous expliquer comment vous êtes intoxiqué sur des centaines de kilomètres carrés à la ronde par des particules fines, nanoparticules,
de tout ce que vous voulez. Et il y a 3000 mines à ciel ouvert qui répandent sur notre belle France des particules extrêmement toxiques qui vont être des cofacteurs d'augmentation de maladies chroniques, les cancers, etc. Dans les Cévennes, c'est surtout le cancer. Allez voir ce documentaire, ça vaut son pesant d'or. Professeur Piron, le professeur Picot sera là demain, peut-être qu'il le rementionnera. P-I-C-O-T, ouais. André Picot, qui est notre expert toxicochimiste auprès du CNRS, un grand expert international, monsieur de 80 ans, absolument fantastique, d'une simplicité et d'une humilité qui naturellement n'est pas écoutée. Mais voilà, toute épreuve, ce monsieur-là. Mais c'est parmi d'autres, un grand toxicochimiste. Les champs électromagnétiques générateurs d'inflammation, inflammation au niveau de la zone où vous gardez votre téléphone portable, greffé à l'oreille, hein, où on voit les zones inflammatoires et les zones déjà détruites au niveau neurologique. Bon, il y a des publications scientifiques là-dessus, il suffit de les regarder. Et puis également, cette étude très intéressante qui est publiée, une étude publiée sur NCBI, l'exposition aux ondes radio émises par la Wi-Fi augmente le relargage de mercure contenu dans les amalgames dentaires. Et c'est démontré, c'est-à-dire que quand vous téléphonez avec votre téléphone portable, non seulement vous allez générer une inflammation, non seulement vous allez augmenter, si vous avez des métaux en bouche, et pas seulement les amalgames, également des bridges métalliques, également d'autres pièces métalliques en bouche, vous allez avoir des implants en titane, vous allez avoir une augmentation des signaux radio multipliés de 500 à 700 fois, juste à côté de votre cerveau. Et vous avez la Wi-Fi qui augmente le relargage du mercure dans votre bouche. Il faut quand même en prendre conscience. On a quand même depuis 30 ans des lanceurs d'alerte qui travaillent sur le problème des champs électromagnétiques. Il y a des dizaines et dizaines de publications au niveau de l'Organisation mondiale de la santé. On n'en fait rien. Il y a juste des consignes en disant il faudrait peut-être s'en préoccuper. C'est tout. Un vrai problème de toxique. Diminution de la charge toxique globale, eh bien, en ce qui concerne les amalgames dentaires, on peut les en faire enlever, à mon avis, avec le maximum de sécurité dans certaines cliniques dentaires en Allemagne. En France, je n'ai pas trouvé l'équivalent, malgré un certain nombre de dentistes que je suis allée questionner, si vous voulez, pour savoir comment ils pratiquaient et essayer de faire ces travaux en France. On est à des années-lumière de ce qui se pratique dans certaines cliniques dentaires en Allemagne. Je ne suis pas rétro-commissionnée pour dire ça. Il y a 2 spécialistes que je connais bien qui sont à Constance. Je cite 2 adresses de spécialistes dans mon livre également. Un à Munich, l'autre à Constance. Il y en a un autre cabinet dentaire, je crois, à Hambourg et l'autre à Berlin, je crois. Les 2 adresses que j'ai données, c'est à Munich et Constance. Mais il en existe d'autres. En revanche, je suis allée tourner une petite vidéo pour interviewer justement ces médecins et pour montrer comment là-bas on enlève les amalgames dentaires et les hautes mesures de précaution qui sont prises, bien sûr, par les opérateurs, c'est-à-dire le dentiste et son assistant ou son assistante, mais également, surtout, pour le patient. Chose que je n'ai pas trouvé d'équivalent en France. Hein, voilà. Et donc, il y a, si vous allez chercher avec ces mots-clés, le docteur Scholz, S-C-H-O-L-Z, enlèvement amalgame dentaire ou métaux toxiques, je ne sais plus comment je l'ai appelé, sur YouTube, et Constance, avec un K, Constance, K-O-N-S-T-A-N-Z. Avec ces mots-clés, vous allez trouver cette interview, ça dure 3 minutes 50, pas long, et vous allez voir comment on enlève et pourquoi on le fait. Alors moi j'y suis passée, donc je peux vous expliquer, mais bon, on n'aura peut-être pas le temps. Mais voilà, il est la nuit, voilà, donc le temps passe, voilà, on va récupérer notre petit quart d'heure, je crois, et puis on va déborder pour récupérer ce temps. Lisez aussi l'excellent livre du professeur Romain Guérardi, qui viendra faire une conférence demain, je crois, à 10h05 en salle plénière. Romain Guérardi, que j'ai rencontré à plusieurs reprises et que j'ai aussi interviewé. Ça fera partie des autres vidéos qui seront mises en ligne, je pense, dans le courant de l'automne, sur YouTube, et on le fera savoir à travers comment dire, un petit encart particulier sur notre fonds de dotation, le site de notre fonds de dotation. Si vous devez diminuer la charge toxique globale de votre corps par différents outils, que ce soit des chélations chimiques
ou des chélations naturelles, ça se discute, hein, et c'est du cas par cas, il n'y a pas une maladie, il y a un malade. De toute façon, il faut l'enlever, il faut les enlever, mais il ne faut pas en rajouter. Hein, c'est-à-dire qu'il faut vérifier votre environnement, que l'a expliqué tout à l'heure très bien Florence. Il faut vérifier l'eau, il faut vérifier les peintures dans votre maison, il faut vérifier votre chambre à coucher, il faut vérifier ce que vous mangez, il faut vérifier, enfin c'est tout ça. Ce qui n'est pas si compliqué que ça, malgré les apparences. C'est vrai qu'à la première lecture, on dit ça, oulala, moi jamais. Et puis finalement, quand on y réfléchit bien, et c'est ce que disait Florence Rappeco, elle me dit, mais finalement, une fois passé le cap de la surprise, ben, c'est beaucoup plus facile qu'on y croit. Et quand on est dedans, ben, finalement, oui, ça prend du temps pour mettre en route, mais après, c'est fluide. C'est fluide et c'est simple. C'est se mettre en condition. Se mettre en route, c'est dur, mais une fois qu'on est dedans, il n'y a plus aucun problème. Diminuer la charge globale, faire un bilan des métaux lourds, des métaux toxiques, des capacités de détoxification. Si les gens ne peuvent pas détoxifier, c'est peut-être pour ça qu'ils sont malades. Il y a des gens qui ont des amalgames dentaires, mais qui détoxifient bien, par chance. Donc ils ont moins de soucis dans leur terrain, si vous voulez. Si besoin est, on chélate, on enlève les amalgames dentaires, les métaux en bouche. Il faut penser aux intoxications qui sont transmises donc en transgénérationnel, de la mère chargée en toxique à l'autre mère, à la grand-mère, à la mère et à l'enfant. Hein. Attention à la nourriture, attention à ce que vous buvez, attention, je vous rappelle, les biofilms sont renforcés par la présence de mercure. Donc il n'y a pas que le mercure qui soit un problème, le plomb est un véritable problème, de même que le cadmium, si on retient le trio des toxiques. Demain, venez écouter le professeur André Picot qui en parle. Vous pouvez regarder les travaux du professeur Serralini, là c'est sur les EGM et Monsanto, mais ça sera expliqué par le docteur Joël Spirou, demain aussi, ou cet après-midi, je ne sais plus. Le professeur Gherardi, le professeur Boyd Halley, qui est un américain toxicochimiste, tout ça c'est publié. Le docteur Natasha Campbell, qui était venu faire une magnifique conférence l'année dernière, absolument magnifique, et qui a écrit un livre fantastique dont je vais vous le montrer tout à l'heure. Le docteur Joachim Mutter en Allemagne, le docteur Holger Scholz, Tati Loas, enfin il y en a plein. Joachim Mutter, je suis également allée l'interviewer et nous avons monté une vidéo que vous trouverez sur YouTube en cherchant les mots-clés. Joachim Mutter, M-U-2-T-E-R, qui veut dire maman hein, en allemand. Vous tapez Joachim Mutter 3 juin 2017 et vous allez trouver la vidéo en langue française. Elle existe aussi en langue allemande et elle existe aussi en langue anglaise. On l'a fait dans les 3 langues et on diffuse sur la planète, entre autres vidéos. Réparer l'intestin et le terrain, il faut faire un bilan nutritionnel, intestinal, un bilan de la digestion, voir si l'intestin est poreux, s'il y a une dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre entre les bonnes et les mauvaises bactéries, traiter cette dysbiose, supplémenter avec des bons compléments alimentaires qui ne contiennent pas de toxiques, de pesticides, etc. Donc, vérifiez toujours vos sources, vérifiez toujours ce qu'il y a dedans, enquêtez. Vous devenez détective. Là, c'est Sherlock Holmes avec la grosse loupe. Et vérifiez que ce qu'on vous fourgue, entre guillemets, ne contienne pas des toxiques. La chlorella, si vous en prenez, doit être extra pure, c'est-à-dire ne doit contenir aucun... Son rôle, c'est d'absorber les métaux toxiques. Donc elle ne doit pas du tout en contenir, c'est-à-dire qu'elle doit être poussée dans des tubes sous verre, en milieu parfaitement sécurisé, et donc pas de la chlorella qui vient de tel endroit, à telle altitude, magnifique, etc. Stop, c'est pas la peine. Les poussières vous amènent de toute façon toutes les contaminations que la chlorella va absorber. Donc vous ne pouvez pas prendre ce genre de chlorella, vous allez rajouter des toxiques. Hein. Donc regardez bien tout ça, c'est pas exact. Je ne peux pas vous donner de marque. Je n'ai pas de... Non, dans le livre, à l'époque, je n'avais pas trouvé. Maintenant, j'ai trouvé, mais là, je ne peux pas vous donner de nom comme cela. Supplémenter, bien évidemment, partout où il y a des trous, hein, surtout en minéraux traces, en oligo-éléments. Les oligo-éléments sont les catalyseurs de votre métabolisme. Pas d'oligo-éléments, pas de métabolisme. Ne cherchez pas. Pas de métabolisme, ça veut dire pas de fonction enzymatique, ça veut dire peut-être plus de digestion, tout simplement, et pas de possibilité de détoxifier. Donc il va falloir peut-être, il faut faire un bilan. Réformer l'alimentation pour réparer l'intestin, sur le modèle du docteur Natasha Campbell ou d'autres. Hein. Le docteur Mutter a une autre approche que celle de Natasha Campbell. Ok, pourquoi pas, et encore c'est du cas par cas, et c'est aussi suivre un petit peu son instinct et écouter son corps. Le corps nous parle, il faut l'écouter. Très important. Si besoin est nettoyer
l'intestin avec des lavements, ou faire des hydrothérapies du côlon. Pas trop insister peut-être sur les hydrothérapies de façon à ne pas risquer de faire remonter quand même les bactéries vers le cholédoque, vers le foie, des choses comme ça. Je pense que le lavement est plus doux et moins invasif, mais ça se discute encore. Hein. Utilisez des aliments nus et crus quand vous les achetez, c'est-à-dire vous allez au supermarché bio plus. Bio plus. Hein, voilà. Et vous achetez des aliments comme on faisait autrefois, il y a 70 ans. Vous voyez, ça n'existait pas sous plastique, là. Hein. Un poulet, vous voyez, un vrai poulet par le cou, là. Voilà, un poulet, madame. Des poireaux, des vrais poireaux, tiens, le vrai poireau par le cou aussi. Voilà, des vrais aliments nus et crus que vous allez cuisiner chez vous. Et vous savez comment vous les cuisinez. Voilà. Hein. S'informer, c'est très important, c'est ce que vous êtes venu faire ici. Comparer ces informations avec d'autres informations. Ce que je vous dis, c'est une chose, comparer avec d'autres informations. Faites une enquête, allez comparer, corroborer, valider. Hein. Mon cheminement, c'est un cheminement, ça veut dire que ce que je disais il y a 10 ans, il y a 7 ans, il y a 5 ans, il y a 3 ans, n'est plus ce que je dis aujourd'hui. C'est-à-dire que dans mon cheminement, j'ai bien évolué, forcément, et à vous d'évoluer aussi à travers les informations que vous allez chercher et comparer. S'informer, ça vous permet aussi peut-être d'aller chercher des solutions. Je vais vous parler rapidement de Patrick Vénère. Patrick Vénère, c'est un monsieur qui a une SLA, c'est-à-dire une maladie de Charcot. Il a aussi la maladie de Lyme, la borréliose de Lyme. Et on a tendance à mettre tout aujourd'hui, toutes les maladies auto-immunes sur Lyme. C'est faux, à mon avis. Le problème n'est absolument pas là. On a trouvé Lyme, comme on trouverait Lyme dans un malade d'Alzheimer, ou une sclérose en plaques, ou un Parkinson, etc. J'en ai plein des exemples comme ça. Mais ces gens-là, si on va regarder, ils sont bourrés de toxiques, et notamment de mercure. Parce qu'ils ont eu des amalgames, parce que les parents, etc., je vous l'ai déjà dit sous tous les tons. Et ce qui est très curieux quand même, c'est que cette année, pour la première fois, dans l'équipe de recherche du docteur Joachim Mutter, ils sont arrivés à faire une publication scientifique où, pour la première fois, on parle de la rémission totale d'un malade de Charcot, malade qui guérit. Et comment est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ça a été, je crois, je ne vais pas dire bêtise, mais je crois plus de 80 chélations, c'est-à-dire qu'on est venu chercher les métaux lourds, on a changé l'alimentation, le mode de vie, voilà, un traitement pendant 3 ans, le monsieur est guéri. Chélation intraveineuse surtout, hein, voilà. Patrick Vénère, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Lui, quand on lui a annoncé qu'il avait une SLA, qu'il allait en mourir, c'était il y a 6 ans, il a dit, monsieur, vous avez une SLA bulbaire, dans 18 mois, vous êtes embarqué. Ça fait un peu plus de 6 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tiré la langue, ça c'est la photo, et dessous, il a marqué, vous savez ce que j'en fais, moi, du diagnostic? J'emmerde le diagnostic. Je positive. Voilà, sa femme et lui. Et eh bien aujourd'hui, il a changé complètement son mode de vie. Il a fait retirer tous ses amalgames dentaires, tous ses métaux en bouche. Il a fait un énorme chantier. Il est suivi aussi, il se trouve, par le docteur Mutter. Bon, je ne veux pas faire particulièrement de la pub pour lui, mais il se trouve qu'il n'y a pas grand monde, effectivement, qui sache gérer ce genre de maladie environnementale. Et aujourd'hui, Patrick est totalement stabilisé. Il va marcher tous les jours en forêt. Ça fait 6 ans qu'il a déclaré sa SLA. Il faut qu'il fasse attention au tic, mais bon, voilà, il est positif, bien sûr, comme je disais, à Lyme. On ne s'occupe pas tellement de son Lyme. D'ailleurs, si vous voulez aller voir son blog, ça s'appelle Sail to Health. Hein, donc Sail, S-A-I-L, voyager en bateau, naviguer. To avec le chiffre 2. Et Health, le mot anglais qui veut dire santé. H-E-A-L-T-H.blogspot. Et vous allez trouver son site. Vous pourrez voir un petit peu ce qu'il dit, ce qu'il fait. Je vous parle rapidement, 2 minutes, du fonds de dotation que j'ai. Voilà, ben, il me reste 5 minutes tout juste. Donc les questions, ça sera plutôt au stand là-bas, finalement. Du fonds de dotation que nous avons co-créé une poignée d'amis et moi-même l'année dernière, en avril 2016. C'est un fonds de dotation, non pas une association, mais un fonds de dotation, c'est-à-dire comme une fondation qui se veut dédiée à la recherche sur la maladie de Lyme et plus si affinité.
c'est-à-dire dans un contexte environnemental. Voilà. Et notre idée, c'est de concevoir, nous avons un conseiller scientifique dans lequel il y a le professeur André Picot, justement, expert toxicochimiste, d'autres professeurs médecins spécialisés en Lyme qui font partie du groupe Chronimed et d'autres personnes. Et le conseiller scientifique doit prochainement nous proposer un projet de recherche que nous financerons uniquement par des dons. Et nous ne sommes pas une association, vous ne pouvez pas vous inscrire comme adhérent, mais vous pouvez faire un don si vous le souhaitez. Et si nous sommes très modestes aujourd'hui parce que nous n'avons qu'un an et demi et pas du tout connus parce que personne ne nous relaie, c'est dommage, mais c'est comme ça, voilà. Ni les associations, ni la fédération, enfin, personne ne veut nous relayer. Donc moi je vous le dis, nous existons et nous espérons bien pouvoir avancer et pouvoir démarrer sur un projet de recherche qui sera hors des sentiers battus, si c'est possible, mais quand même dans des établissements publics, puisque c'est la loi, on est obligé de passer par là. Voilà, j'ai écrit donc un livre qui est sorti il y a juste un an et que vous pourrez trouver chez mon éditeur si vous ne l'avez pas et si vous souhaitez l'acheter. Mon éditeur Thierry Soucard qui est dans une des allées là-bas, dans la grande halle. Et puis je vais vous retrouver donc là-bas si vous le souhaitez. On ne pourra pas faire, ce ne sera pas un forum de discussion, c'est clair. On va essayer, si vous avez des questions, de pouvoir y répondre. Et puis voilà, si vous voulez également que je vous fasse un gris-gris sur le livre, ce sera possible aussi. Je suis désolée pour le retard qui a été pris. Voilà, on aurait peut-être pu avoir un petit quart d'heure supplémentaire pour les questions, mais là ça ne va plus être possible. Merci de votre attention.